merci au docteur Asbin pour son invitation, pour parler d'ailleurs en ces moments si douloureux de ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la Méditerranée. Ce qui peut nous unir, c'est la Méditerranée. Et je vais essayer d'en parler de manière à dire comment elle peut nous unir dans la paix et la stabilité, où chacun peut y trouver sa place. Permettez-moi d'abord de partir d'une citation, enfin d'un mot qu'a employé Sleepy Biden, comme on l'appelle, de manière assez ironique, les Américains, le président Biden, qui, il y a quelques jours, disait à un journaliste que l'on était dans un moment de basculement du monde pour 3 générations ou 4. Il dit, le monde doit changer sur 3 ou 4. Le journaliste disait 80 ans ou plus même, sur les 100 prochaines années. Pourquoi? Les gens qui disent ça, souvent, c'est parce qu'ils veulent botter en touche. Non, absolument pas. Je pense que c'est très important. Oui, peut-être, mais je pense que c'est très important. Je vais me baser sur un auteur britannique qui est un sociologue britannique qui est d'origine hongroise, Karl Mannheim, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Générations, qui a été traduit en France par Gérard Mauger et préfacé par Gérard Mauger, grand sociologue au CNRS. Alors, Mannheim distingue les générations comme catégorie biologique, c'est-à-dire comme âge, les jeunes, les moins jeunes, etc., puis la génération comme espace-temps. Et il dit très vite, je ne peux pas développer ici, il dit la génération née avec un événement fondateur. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, la génération de mai 68 en France, génération de la résistance. Certains disent la génération de l'islamisme avec la révolution iranienne 79, le post-islamisme après, etc. Chacun y va, ça dépend des perspectives d'analyse. Lui, il dit un événement fondateur. La chute du mur de Berlin, pour certains, marque une génération, notamment dans ce qui a été dit avant, sur les processus migratoires, parce qu'elle a changé qualitativement à partir de ce moment de l'effondrement de l'Empire soviétique, les modalités de circulation migratoire. Donc la génération part d'un événement et elle se déploie dans un espace-temps qui, dit-il, est défini par les mêmes référenciations, les mêmes formes d'identification, et qui fonctionne sur un climat ou un air ou une respiration idéologique. La génération du libéralisme ou la génération de la décolonisation, par exemple. Donc, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui fait basculer le monde, à partir duquel on pense à un basculement du monde. C'est ce que je pense à quoi pensait Biden en disant, avec ce qui se passe en Palestine, avec ce qui se passe en Ukraine, on est dans un moment, vraiment, on va vers un autre monde, on ne sait pas lequel. C'est un peu ça. Alors pourquoi la pandémie, justement? C'est un événement important. Moi, je pense que pour la Méditerranée, du moins pour ce que je vais décrire là un petit peu, c'est un moment aussi de basculement. La pandémie, je n'ai pas besoin de décrire ce qui s'est passé autour de la pandémie, comment ces économies ont été à l'arrêt complètement, les sociétés aussi, et que ça fait quelque chose d'un passage qualitatif. Alors, quel est l'état des lieux avant la pandémie ou aujourd'hui, enfin, ou à la veille de la pandémie? C'est que les transformations à l'échelle du monde montraient à l'évidence les limites de la globalisation libérale. Elle a approfondi les inégalités, autant à l'échelle du monde qu'à l'intérieur des nations. Elle a mis en crise durable les pays capitalistes développés, ça continue, l'Occident en général et l'Europe de manière particulière. Elle a réveillé des contestations identitaires de populations prises en étau entre des injonctions libérales et des demandes de participation citoyenne, des fois identitaires, proches des besoins, des intérêts des populations et des territoires. Le retour donc du bâton est manifeste au sud, avec l'affirmation d'États autoritaires. Au nord, les sociétés du nord, ça a été dit, c'est marqué par des formes de repli identitaire, le refus de l'autre, l'immigré, l'étranger, et les pays du Nord sont traversés de poussées xénophobes, ça a été dit, on peut parler des pays, Hongrie, Pologne, etc., Italie. Alors la Méditerranée devient ainsi une frontière de la mort entre le Sud et le Nord, ça a été dit, où viennent se fracasser les espoirs de populations poussées par les guerres, la désertification, le dénuement et la famine. Comment peut-on alors penser ce basculement du monde et les redéfinitions socio-économiques, géopolitiques en cours? Comment
penser la place de la Méditerranée dans la dynamique de ces transformations. Comment repenser la paix en Méditerranée, qui est le thème donc, qui nous réunit aujourd'hui. À mon sens, je vais peut-être traiter 3 points, mais je n'aurai pas le temps de développer. Les enjeux relèvent de 3 grandes dimensions. D'abord, une dimension économique, ensuite une dimension culturelle, et puis une dimension politique et stratégique. Toutes dimensions qui s'interpénètrent, elle ne peut pas les séparer les unes des autres, et qui ont des effets par causalité circulaire et dans les redéfinitions en cours. Au plan économique, sur le plan économique, une des perspectives qui se dessine avec les effets qu'a révélé la pandémie du Covid est celle du constat de l'échec de la globalisation libérale, hein, qui amène beaucoup d'États à envisager des relocalisations de proximité. On a dit aujourd'hui pour la France qu'elle est un processus de réindustrialisation. Hein. On s'est aperçu à la suite de la pandémie de la Covid que l'interdépendance quasi totale des économies mondiales, sans règles et sans contrôle, posait un sérieux problème aux économies nationales. La crise financière de 2008 a été un premier avertissement. La question de l'absence de masques, de vaccins, de bouteilles d'oxygène a fait toucher du doigt les limites des échanges économiques qui prévalaient jusque-là et a révélé de manière dramatique les graves dysfonctionnements de prise en charge des malades un peu partout dans le monde et surtout en Europe. Elle a remis en cause les États dans l'exercice de leur souveraineté. La question qui se pose de plus en plus est comment rééquilibrer ces échanges, comment maîtriser le devenir socio-économique des populations, comment ne pas se trouver démunis face à des impondérables, nés autant de facteurs naturels, environnementaux que proprement économiques ou politiques. La crise de la Covid-19 a été de ce point de vue un révélateur pour de nombreux pays. Leurs économies sont apparues dépendantes de l'extérieur et mettant structurellement en cause leur souveraineté. Et la globalisation neuve a rendu l'anticipation et la gestion des crises systémiques incertaines. Le modèle donc socio-économique méditerranéen qui prévalait jusque-là, modèle qui correspond à la division internationale du travail, fondé sur une spécialisation nord-sud, divisant les pays, ceux du sud caractérisés par une faiblesse des activités manufacturières, pourvoyeurs d'énergie et de produits agricoles, et ceux du Nord, porteurs d'investissements, de produits manufacturés, de nouvelles technologies, n'a pas eu donc de résultats probants jusque-là. Il a même aggravé la situation des pays du Sud, les faisant dépendre de l'approvisionnement des ressources donc de la rive Nord et des aléas politiques. Il y a eu ainsi de fait et jusqu'à présent une dilution de la Méditerranée dans la mondialisation. Ouais, il y a cette inégalité, cette division internationale du travail, assignant aux pays du Sud donc d'être pourvoyeurs d'énergie et de produits agricoles. Le contexte post-Covid apparaît comme une opportunité qui permet une recomposition régionale dans les processus productifs et une plus forte intégration régionale. Il s'agit de penser une nouvelle forme d'intégration régionale qui commence déjà un petit peu, une intégration régionale plus en adéquation avec les besoins et les intérêts locaux, pour autant qu'elle procéderait structurellement d'une reconnexion économique des deux rives de la Méditerranée sous une forme nouvelle auprès des populations et des acteurs locaux. L'enjeu majeur étant de modifier les logiques de production et de répartition de la valeur ajoutée qui ont prévalu jusque-là. Nombre d'experts relève le caractère suranné de discours encore prégnants chez certains think tanks, intellectuels, politologues, analystes ou politiciens, faisant la promotion d'un deal matières premières contre technologie. Vous nous envoyez les matières premières, on vous donne les technologies, on transfère les technologies, discours qui ne tiennent plus la route à la lumière des crises que connaît le capitalisme monopoliste et les réalités globales et locales nées de celle-ci. Même les modèles de régionalisation qui ont été mis en œuvre dans d'autres espaces comme l'Asie ou l'Europe sont en train d'être revus et ne peuvent être dupliqués. Ni les conditions spatiales, ni les conditions temporelles, ni les réalités géopolitiques ne l'autorisent. Il s'agit de repenser la régionalisation méditerranéenne à la lumière des nouvelles données, autant économiques que technologiques, notamment de ce qui a été dit tout à l'heure, de la révolution de l'IA, de l'intelligence artificielle. Certaines thèses, et j'ai repris une thèse très stimulante d'un chercheur français,
qui prend acte d'un processus de démondialisation qui va décrire de manière extrêmement novatrice les caractéristiques de la mutation structurelle en cours. Mutation, dit-il, marquée par le passage d'un made in monde à un made in local, régional. Le made in local prend de plus en plus le pas sur l'économie du Lego. Il appelle ça l'économie du Lego. L'assemblement se fait dans l'atelier du monde chinois. Il s'agit donc, selon cet auteur, je donnerai le nom, c'est Coutançais, Cyril Coutançais, qui est préfacé par Pascal Lamy. Il s'agit, dit-il, plus que d'un simple transfert de capacité de production selon une logique de coût, puisque l'objet essentiel est relatif à la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Dans ce made in local, la digitalisation, la robotisation et l'impression 3D vont jouer un rôle décisif dans l'élaboration de nouvelles modalités de production. C'est donc une véritable révolution copernicienne à laquelle nous assistons, dit-il, avec une industrie davantage prédictive, autocorrective, en mesure de produire plus juste du premier coup, quasiment à la demande. Et dans ces mutations, le monde de la mer, Méditerranée, en tant qu'espace d'économie circulaire et de ressources environnementales, devient primordial. Dans ces nouveaux modèles conduisant à une relocalisation, l'importance de disposer d'une énergie renouvelable produite localement est reconnue, dit-il. Elle est importante, comme l'idée du retraitement d'un certain nombre de terres rares et de métaux critiques. L'auteur ajoute, un monde plus robotisé, plus durable à la production, relocalisé au plus près des lieux de consommation, voilà les trois grandes lignes qui structurent notre nouveau monde. Les innovations technologiques fonctionnant comme dans l'ancien modèle par accompagnement des relocalisations. C'est donc de nouvelles formes de régionalisation, un nouveau partenariat qu'il s'agit d'inventer, mais dont les traits qui se dessinent ne sont pas pour autant dehors des logiques en œuvre propres aux acteurs économiques. Il poursuit effectivement sur les coûts salariaux, etc. Je vous passe ça. Cette régionalisation, dit-il, n'interdit pas que les firmes multinationales poursuivront leur recherche de réduction des coûts. La relocalisation de leur chaîne de production à la proximité de leurs fournisseurs en ressources et matières premières dans les pays du Sud, en mesure de leur offrir cet avantage concurrentiel, leur permettra de produire dans des coûts comparables que ceux actuels, sinon plus bas. Par ailleurs, dans un contexte de différenciation accrue des biens et de la volatilité de la demande, la contrainte de proximité s'exerce plus fortement pour les biens qui supposent une réactivité à travers un approvisionnement en flux tendu. Donc, la Méditerranée ou les économies méditerranéennes vont retrouver un potentiel de compétitivité. Les économies méditerranéennes pourront ainsi construire de nouvelles spécialisations industrielles dynamiques dans des niches ou des segments de production low cost le long de la chaîne de valeur, de la production de l'ingénierie. Et pour reprendre le mot de Brodel, on peut retrouver une Méditerranée comme économie monde, comme une région économie monde. Sur le plan des cultures, mon deuxième point, il faut, me semble-t-il, sortir des déterminations mécaniques et différentes, essentialisées en différences de cultures. Les clivages nord-sud de la Méditerranée ont été souvent naturalisés, inférant de différences indépassables, arc-boutés sur la religion comme marqueur essentiel. Ce qui était mis en avant, c'est l'espace de la communication au détriment de l'hétérogénéité des espaces humains. La Méditerranée a été de ce point de vue un axe révélateur de ces clivages qui ont fait remonter l'histoire des confrontations passées, vécues et restituées, souvent comme essentiellement religieuses et culturelles. La référence à la guerre des cultures, au choc des civilisations, a un impact considérable sur le clivage nord-sud en Méditerranée. En naturalisant ce qui n'était perçu jusqu'alors que comme des différences économiques et sociales surmontables dans les années 60-70, le clivage entre riches et pauvres s'est trouvé légitimé par l'accent mis sur les différences irréductibles entre les cultures au sens large du terme, c'est-à-dire en réalité entre les sociétés humaines. À cette fin, la religion, l'islam, a été beaucoup plus mobilisée comme marqueur de différences indépassables que dans la période précédente, dans les années 60, on n'hésitait pas, je vous renvoie aux travaux de Rodinson, à la mettre au service du développement. Elle était même, disons, un élément qui pouvait dynamiser le développement. Au total, ce discours culturel régressif tendait à opposer l'unité de l'espace économique et communicationnel mondial à l'hétérogénéité des espaces humains.
La tentative de repenser l'avenir de l'espace méditerranéen autrement qu'à travers la loi du marché est restée jusque-là timide et isolée. L'accentuation du clivage nord-sud dans l'espace méditerranéen doit beaucoup à la dynamique contradictoire du projet européen, qui tend à faire de cette Méditerranée à la fois une région périphérique de l'Europe et une frontière identitaire et culturelle. Jusque-là, la Méditerranée, à travers son histoire, peut contribuer là également à poser le problème dans de nouvelles conditions, s'agissant de la culture. Comment? C'est paradoxalement, et ça a été dit, je pense tout à l'heure, par le biais de l'environnement, que la question de l'unité de l'espace humain mondial a été reposée. En cessant d'opposer l'unification économique du monde à sa fragmentation culturelle et humaine, et en inférant objectivement du dérèglement climatique comme danger global contre l'humanité, on peut, disons, reconnecter la Méditerranée de ce point de vue-là. Lutter régionalement, estimer, c'est donner à la Méditerranée sa centralité dans les combats pour l'humain, c'est refonder l'espace méditerranéen dans son universalisme originel, ce qui est le défi actuel et l'avenir proche. Celui-ci se manifeste dans le contexte comme défi de l'humanité, confronté au dérèglement climatique, à la disparition de pans entiers du monde. La question donc n'est plus seulement économiste, elle procède de la centralité de l'humain qu'a mis un Méditerranéen, le maire de Florence, Giorgio La Pira, qui dit-il, s'est réduit à des discours en porte-à-faux des réalités. Cet avenir donc questionne le projet européen. Est-il un projet européen? Où va-t-il? Dans quel sens ce projet européen mis à mal par la guerre d'Ukraine? L'Europe donc doit moins se penser comme forteresse que comme ouverture, comme régionalisme ouvert et dynamique, et moins comme une finalité identitaire, plus comme une utopie porteuse d'un processus universaliste. Il faut remettre la dimension humaine au centre de la problématique euro-méditerranéenne, élargissant vers le sud l'espace de paix et de prospérité. Mais il faut d'abord refaire de la Méditerranée un espace de mobilité des hommes, de circulation ouverte en fonction des objectifs des développements dont je parlais tout à l'heure. Aller à la construction d'un espace de droit et plus loin d'un espace politique de citoyenneté commune de l'histoire de la Méditerranée. Troisième point sur le plan politique et géostratégique, et j'aurai fini là, il est évident que la Méditerranée reste un espace de tension et de conflit, mais elle sera rappelé le problème entre les États qui l'abordent et à l'intérieur de ceux-ci. Certains États sont quasiment faillis, d'autres instables et fortement contestés par des mouvements sociaux qui s'inscrivent dans une volonté de rupture avec des systèmes autoritaires et des gouvernances décalées. Cependant, le contexte nouveau enclenché par le choc pandémique, par la Covid, dans ce qu'il a libéré comme incertitude et fragilité dans la maîtrise et le contrôle de leur devenir par ces États et sociétés, rebat les cartes quant au rapport à l'avenir et aux autres, aux représentations de soi et des autres que ces derniers développent dans le moment. Cela aussi en certaine ouverture vers le monde, une volonté de mieux vivre pour la rive sud, à l'image de la rive nord, mais également et contradictoirement, cela laisse apparaître ici ou là des situations de repli et de refus de ce qui est souvent perçu dans les nouveaux raccourcis historiques, dans la lignée des anciens dominants comme des nouveaux exploiteurs. Le moment historique, celui d'une plus grande attractivité de la Méditerranée, espace partagé entre Europe, Afrique et Moyen-Orient, celui de l'émergence de nouvelles formes de valorisation socio-économique et culturelle de la proximité du voisinage, celui de l'affirmation dans l'espace public de nouveaux acteurs qui s'inscrivent dans des demandes de participation citoyenne, augure d'un processus vertueux qui peut opérer un basculement vers une construction régionale ou interrégionale à l'image du processus de construction européenne né d'un accord économique. C'est parti d'un accord sur le charbon et l'acier. La volonté de part et d'autre de travailler au plus près des demandes et des besoins des populations peut être une chance de dépassement des conflits, souvent nourris par des effets extérieurs de la géopolitique mondiale. La reconnexion de l'espace méditerranéen à l'espace européen peut être en effet sous de nouvelles formes une opportunité pour construire de nouvelles relations entre l'Europe et la rive sud, à travers une redéfinition de nouveaux objectifs en fonction des complémentarités imposées par le développement technologique et un partage équitable des responsabilités. Je vais conclure sur ça. Cette reconnexion ne peut se fonder sur la seule dimension économique. Elle a besoin
elle nécessite de prendre en compte les femmes et les hommes qui font la Méditerranée dans leur exigence de liberté, de participation à la vie de société, de la cité, et avant tout à la circulation dans cet espace, qu'ils façonnent par leur travail, leur engagement. Le droit à la mobilité, participant des droits de l'homme, remet en cause ainsi la conception traditionnelle de la frontière et reconfigure à travers de nouveaux réseaux de main-d'œuvre et de nouvelles solidarités, de nouveaux espaces régionaux où l'attractivité des territoires, on peut illustrer ça par les allées et venues, par exemple le Maroc et l'Espagne, du point de vue des main-d'œuvre, tend à transcender les frontières nationales. La Méditerranée ne peut s'affirmer dans ce processus de recomposition à l'échelle du monde qui se joue dans le moment que dans la prise en compte de l'interpénétration de l'ensemble des dimensions économiques, culturelles et politiques, de leur causalité circulaire, dans la définition d'un nouveau espace régional intégré, partagé de paix et de stabilité, espace régional qui réconcilierait l'Europe avec ses racines méditerranéennes. Je termine en disant ce qu'a énoncé un grand chercheur sur cette question. Il dit l'objectif ne serait pas d'européaniser le Sud et la Méditerranée, mais de reméditerranéiser l'Europe. C'est très, très fort, hein, c'est-à-dire il faut que l'Europe trouve sa dimension européenne avant d'ajouter très justement que l'utopie euro-méditerranéenne pourrait être aussi une façon de réinscrire dans l'universel un projet européen en crise. C'est la Méditerranée qui peut redynamiser le projet européen en crise par sa dimension culturelle. Je vous remercie pour votre écoute.